Bonjour à vous tous, ravi de vous accueillir sur ce webinaire. Comme le disait Chantal précédemment, donc, pour ma part, je suis donc spécialisé dans tout ce qui est démarche commerciale, que ce soit en démarche d'analyse pour comprendre le marché et donc analyser les acteurs concernés, qui sont les acteurs consommateurs et les acteurs fournisseurs, aussi bien que sur la partie donc thématique plus terrain, telle que l'élaboration de stratégies, pardonnez-moi, de stratégies de négociation et tous les outils qui peuvent donc accompagner cette démarche aval au niveau du terrain. Sur le thème d'aujourd'hui, donc le but, il était de voir est de voir sur trois, on va dire trois rubriques majeures comment le consommateur en fait peut être amené à se comporter pour pouvoir être à même de faire son choix de produit. Dans ce parcours consommateur, on va se poser beaucoup de questions et je vous donnerai des réponses de comportementalisme notamment, puisque dans ma spécialité en termes d'approche marché, je me suis spécialisé dans le comportement des consommateurs. Et donc, ces techniques permettent de mieux appréhender les actes de ceux-ci et surtout la manière dont ils vont ensuite réitérer ou pas leurs achats, les raisons pour lesquelles ils le font. Donc ça, nous l'aborderons sur le chapitre 1, qui est donc le parcours du consommateur. Le chapitre 2, comme je l'ai intitulé, nous permettra d'appréhender les canaux parce que c'est bien de savoir comment le consommateur fonctionne, mais si on connaît, je dirais pas mais, mal, mais si on connaît pas très bien le fonctionnement des intermédiaires, eh bien en fait, on peut se retrouver très vite confronté à un manque de réalisme en matière de réponse. Et donc, l'appréhension des canaux est importante. Quand je dis canaux, bien entendu, il faut comprendre les circuits de distribution qui intègrent les points de vente relatifs ou les lieux où l'on s'approvisionne pour récupérer les produits. Et enfin, le dernier volet concernera donc la thématique plus terrain en termes de comment réagir. C'est-à-dire, j'ai une force de vente, j'ai une équipe commerciale, ou en tous les cas, j'ai des représentants de cette équipe commerciale, et je vais voir comment je peux être impactant en matière de langage et en matière technique et logistique aussi, pour pouvoir donc convaincre, puisque c'est le but, hein, les intermédiaires et les consommateurs d'adhérer à ce que je leur propose, à savoir donc les produits issus de l'agroalimentaire. Voilà pour la présentation. Je mets le diaporama pour que vous voyez. Donc, voilà, vous me dites si vous le voyez en plein écran, c'est bon? C'est parfait. C'est parfait. Merci beaucoup. Donc, rapidement, hein, comme je vous disais, donc là, je l'ai stipulé par écrit. Je suis donc Richard Barthès. Pour simplifier la présentation et surtout passer au contenu, donc ça fait près de 25 ans que je suis installé à mon compte et que j'accompagne plusieurs acteurs de plusieurs secteurs. Mes deux secteurs principaux sont cependant les secteurs de produits de santé et produits pharmaceutiques, puisque j'ai un partenariat notamment avec la faculté de pharmacie de Montpellier en la matière, et les produits de l'agroalimentaire, puisque en parallèle, comme l'évoquait Chantal, beaucoup de formations dans lesquelles nous avons accompagné des producteurs. Je suis partenaire de Supagro Montpellier, de l'ENSA Montpellier, en matière d'enseignement des techniques commerciales et de l'approche des marchés avec les produits agroalimentaires. Voilà pour la présentation. Donc, chers participants, j'ai le plaisir donc de vous inviter à suivre et puis bien entendu à par la suite poser des questions à l'issue de chaque chapitre. Ne pas hésiter non plus à les mettre dans le chat, hein, je crois que Marion l'a stipulé, pour que je puisse interagir puisque nous avons effectivement, je regarde le timing qui nous reste, 1h25 hein, pour arriver au bout, mais nous allons y arriver. Alors, donc, essayez de couper votre caméra et le micro pendant la présentation de façon à ce qu'il n'y ait pas d'effet d'écho ou autre. Et puis, le cas échéant, posez les questions sur le chat et on fera un point à l'issue de chaque chapitre, comme je vous le disais. Donc, la première question est de comprendre le parcours du consommateur, bien sûr, pour que nous ayons un peu plus d'agilité, de réactivité commerciale. Alors, c'est à la base la question qu'on s'est posée. J'en veux pour preuve ce qu'on a échangé avec Alix Pavie la semaine dernière, Chantal Passat également et son équipe. Et au cours de cet échange, donc, les termes tels qu'agilité et réactivité sont apparus. Et donc, j'ai voulu bâtir une réponse pour que vous ayez de manière synthétique, hein, je le rappelle, le but n'est pas que vous ayez une connaissance accrue en la matière, mais que vous ayez les clés pour pouvoir par la suite éventuellement approfondir ces thématiques respectives. D'accord? Donc, nous sommes en 2022, il y a eu une période charnière hein,
nul ne peut l'ignorer, c'est la période que nous avons commencé à vivre dès mars 2020. Et cette période a impacté fortement le consommateur également en matière de choix. Il commençait déjà depuis les années 2010, je dirais milieu des années 2010, à privilégier la sélection individuelle, personnalisée. Et du coup, il s'est orienté vers des canaux diversifiés. Canaux que nous aborderons, bien entendu. La pandémie, comme je vous disais, a entraîné le premier confinement. Le pouvoir d'achat, l'inflation, les orientations écologiques sont autant de facteurs qui ont contribué à ce changement. Donc, nous avons un rôle. Ce rôle est le suivant, c'est de nous dire, bien, comment pouvons-nous réagir efficacement pour mieux comprendre le consommateur, comment il parcourt notamment les gammes quand il est amené à faire un choix et comment il se confronte à ces propositions qui lui sont faites, et ensuite de voir comment on pourra adapter du coup la réponse. Donc, excusez-moi, je vous coupe deux secondes. Alors, je ne sais pas si c'est moi qui ai un problème sur le son, mais c'est quasi inaudible avec beaucoup de hauts et de bas. Je ne sais pas si je suis tout seul. C'est juste pour éviter. Non, mais moi, c'est pareil pour moi aussi. Ouais. Je vais le dire, je pense que c'est au niveau de votre micro. Oui, c'est pour tout le monde. Ouais. Oui, il faut il est trop près, le micro. Il est trop près de votre. Trop près de la bouche. Est-ce que là, ça va mieux? C'est parfait. Bien mieux, ouais. Oui, merci. Hop, je vais baisser un poil le volume. Bien, donc je vous disais, autant de facteurs qui ont amené, entre autres, ce changement. Donc, la première chose que nous allons faire ensemble, c'est d'essayer de comprendre, par l'analyse du fonctionnement d'achat, le parcours du consommateur. Alors, quand on dit le parcours, il faut imaginer en fait un parcours en l'état, c'est-à-dire que le consommateur, il part d'un ressenti, et ce ressenti, donc, je refais un point, c'est bon, un point vocal, c'est mieux? Très bien, parfait. Très bien. Donc, dans ce parcours, à travers le ressenti, va l'amener à faire un choix, ou pas d'ailleurs. Ne croyons pas que le ressenti amène toujours à faire des choix. On peut très bien reporter le choix ou abandonner le choix en question parce qu'on n'est pas, on n'est pas en conformité par rapport à la proposition qui est faite. Voilà, donc vous allez voir en 5 phases en fait. Je l'ai simplifié pour que vous compreniez tout ça et que chaque entreprise puisse se dire finalement le consommateur, ce n'est pas uniquement un individu qui a une somme d'argent et qu'il veut dépenser, d'ailleurs j'aime pas ce terme, je dirais plutôt qu'il veut investir dans un produit donné. Non, le consommateur il va se poser des questions, il va réfléchir et c'est à partir de cette réflexion qu'on rentre dans ce que l'on appelle le parcours du consommateur. Alors, la première phase de ce parcours, c'est la reconnaissance du besoin dans le processus d'achat notamment. C'est-à-dire que, je ne vais pas vous faire le schéma de l'existence d'un besoin, mais il faut savoir que le besoin naît d'un manque, et donc le but est de satisfaire ce manque. Il faut que vous pensiez en fait comme un vide que l'on aurait, et on veut combler ce vide. Bon, donc on a un besoin, ce besoin, on va essayer de le satisfaire. L'écart existant entre une situation présente et une situation désirée va amener l'individu à se poser des questions, et c'est comment nous allons pouvoir combler cet écart qui va permettre ensuite d'observer si nous avons la réponse conforme à ce besoin pour pouvoir proposer des offres donc cohérentes, puisque ce sont les 2 mots majeurs qu'on retrouve d'ailleurs souvent en marketing, des offres cohérentes et pertinentes. Donc, l'individu, avant de passer à l'acte, il va, comme je vous disais, observer et il va être stimulé. Donc, cet ensemble de particules qui viennent alimenter donc, la volonté de faire, de prendre ou de ne pas faire et de ne pas prendre, que l'on appelle les stimuli d'ailleurs, entrent en jeu. Et ce sont eux qui vont pousser à procéder à l'achat. Alors, les stimuli, stimulus au masculin, vous le savez, c'est un latin. Un stimulus peut être interne, c'est-à-dire qu'il peut être lié à ce que je suis dans une situation donnée. D'ailleurs, la pyramide de Maslow peut l'expliquer sur la pyramide des besoins, comme il peut être externe, c'est-à-dire l'individu subit une influence, d'accord, par un proche. Ce proche peut être en ligne directe ce que l'on appelle le membre de sa famille, un proche de son entourage. Ça peut être un proche de son entourage professionnel comme de son entourage social, d'accord, ou bien par les influences publicitaires, puisque rappelons que toutes les publicités que nous voyons, toutes celles que vous faites et que nous faisons, ont pour seul et unique objectif d'influencer le consommateur à adhérer à la proposition que nous faisons.
D'accord? Donc, le message publicitaire, au plus il est pertinent, au plus il est en phase, au plus il aura une influence favorable. Je en parlerai plus loin, mais nous allons le voir. Les avis, hein, également, jouent un rôle, et j'en veux pour preuve le chiffre que nous verrons plus loin, en matière d'augmentation des avis. À titre d'information, je vous donne un exemple pour la médecine et l'aspect pharmaceutique, qui est le secteur que je connais bien. Il faut que vous sachiez qu'en France, actuellement, au moment où je vous parle, en 2022, si l'on prend un praticien dans une commune où on se trouve, qui n'est pas notre praticien traitant, quelle que soit la thématique de pratique, il faut que vous sachiez que pour plus de 55%, les acteurs, ils vont consulter les avis sur Internet pour savoir ce que les gens pensent de tel ou tel praticien. Je tiens à le dire parce que c'est édifiant. Si on en arrive là dans le domaine de la santé, qui est le domaine, j'allais dire, le plus intime à la matière, vous vous doutez bien de l'impact que peuvent avoir les avis sur les autres secteurs. Hein. Voilà. Et notamment le nôtre, le secteur, bien sûr, de l'agroalimentaire. Donc, notre rôle va être d'envoyer des stimuli. Je veux, une fois pour toutes, balayer également cette idée reçue qu'on a souvent. Je ne dis pas que c'est la vôtre, je ne me permettrai pas, dans le fait qu'on va créer le besoin. Non, nous ne créons pas le besoin. Le besoin est préexistant. Nous allons voir dans le parcours du consommateur d'ailleurs que ce besoin se révèle ou pas, mais nous ne le créons pas. Nous influençons le besoin par le biais du marketing et des actions publicitaires. Nous le révélons, nous le stimulons. Nous stimulons les besoins existants chez l'individu ou préexistants. D'accord ? Alors, ce qui est important, ce n'est pas la lecture des paragraphes en tant que tels, ce sont les actions. Le document qui vous sera remis, d'ailleurs, hein, Chantal vous l'a dit, va vous permettre également… C'est bon, vous voyez toujours le document, hein? Rassurez-moi, parce que j'ai enlevé une petite vignette qui me gênait pour la lecture. Oui, c'est bon. C'est bon. Donc, votre action va consister à comprendre et à bien comprendre les besoins des prospects. Je dis bien les prospects, hein, parce que n'oublions pas qu'un client est quelqu'un qui a déjà consommé votre produit. Un prospect est quelqu'un que vous ciblez, mais qui ne l'a pas consommé. Hein. Donc, et un client auprès duquel vous récidivez, considérez-le comme un prospect, parce qu'un client, j'ai le devoir de vous dire, et c'est d'ailleurs le tort qu'ont beaucoup trop d'entreprises françaises, c'est de considérer qu'un client est acquis. C'est l'erreur que nous faisons trop souvent. Un client doit se reconquérir à chaque fois qu'on revient vers lui. Hein, d'accord ? Donc, pour le reconquérir, qualifions-le de prospect et nous aurons une attitude un peu plus, j'allais dire, efficace à son encontre, à son égard. Identifier les motivations sur lesquelles nous allons pouvoir jouer pour déclencher l'achat relative à notre offre, et bien entendu bâtir une stratégie de communication. On l'avait abordé, ça, notamment la semaine dernière, Alix, vous m'arrêtez si je dis des bêtises. C'est bien joli d'avoir une connaissance du marché, mais si on n'a pas une véritable stratégie de com pour aborder ce marché, j'ai le devoir, là encore une fois, de vous dire qu'on risque de taper à côté, pardonnez-moi du terme terrain. Alors, un petit conseil que l'on fait en industrie pharmaceutique et que l'on fait aussi d'ailleurs en Supagro, je tiens à le dire, dans le monde viticole, c'est d'identifier ce qu'on appelle des buyers persona. Ce qu'on appelle des buyers persona sont des profils types d'individus susceptibles d'acheter mon produit et de correspondre à la cible première de mon produit. Je parle bien, attention, des buyers persona consommateurs, hein, parce qu'on peut avoir des buyers persona intermédiaires lorsqu'ils sont distributeurs. Ici, je parle des buyers persona consommateurs. D'accord ? Voilà, c'est un profil type en fait. Hein. Imaginez, comme je vous l'ai dit, un comportementalisme, c'est ce que nous faisons. Si j'étais anglo-saxon, je vous dirais en profiling, les profilers que nous sommes, nous décryptons l'individu, comment il mange, comment il se couche, comment il raisonne, comment il achète, à quelle fréquence. Et tout ça, ça va nous permettre de bâtir l'identité, la carte d'identité de l'acheteur type. Chose qui est de plus en plus déterminante parce qu'on va le retrouver ensuite quand vous allez avoir les acteurs que nous sommes de l'offre qui vont faire des propositions ponctuelles. Et j'en veux pour preuve tout ce que l'on peut trouver ensuite en numérique sur les propositions faites via le digital. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'il y a de plus en plus d'applications dédiées en fonction de qui nous sommes. Voilà. Et pensez donc qu'à la base, par le biais du marketing digital, il y a eu une mise en place d'un buyer persona, c'est-à-dire un profil type d'individu susceptible de correspondre à mon produit en termes d'achat. Je rappelle, hein, si vous avez des questions, vous les notez, on fera un pointage ensemble à l'issue de ce chapitre.
Deuxièmement, la recherche de solutions. Ben, l'individu va s'informer, bien entendu. Vous le faites, nous le faisons tous. Lorsque nous avons une volonté de choisir quelque chose, on va s'informer. Alors, on le fait par rapport à une information que nous avons. On va donc aller fouiller notre RAM, comme on dirait en informatique. La RAM, c'est la Read Access Memory. Et donc, on va aller accéder aux informations. Ou bien, on va aller voir ce qui se fait autour de nous. C'est-à-dire, on va chercher des informations de type externe. Donc, par le biais des échanges avec l'environnement, comme on disait tout à l'heure, ça peut être la famille, ou les différentes informations qui sont émises dans les lieux de vente. Là, encore une fois, un rôle primordial pour les structures de vente, c'est de mettre des informations attractives qui incitent à aller à l'encontre du produit pour pouvoir le sélectionner et encore plus le consommer. Les sites Internet, c'est-à-dire ce que l'on appelle l'identité de l'entreprise, via donc un site qui va répertorier l'activité et les produits qu'elle propose. Et puis, bien entendu, inutile de vous dire, j'y reviens, les fameux réseaux sociaux, c'est-à-dire les activités digitales mises en place et qui aujourd'hui, en 2022, ont un impact plus que conséquent, vous le verrez plus tard, et notamment dans le chapitre 2. Le bouche à oreille, bien entendu, c'est-à-dire ce que j'appelle le perlabrunisme, c'est quelqu'un qui m'a dit, et donc partant de là, on va véhiculer une idée que l'on a reçue pour pouvoir se comporter de telle ou telle manière à l'égard d'un produit. Bon, n'oublions pas que le crédit de la source est primordial pour pouvoir avoir encore une fois un impact. Donc notre action en tant qu'entreprise, c'est d'identifier, de hiérarchiser les sources que les consommateurs de notre marché utilisent, d'être présent au sein de ces canaux, c'est-à-dire que si on identifie mais qu'on n'est pas présent, on restera full anonymous, d'accord, pardonnez mon anglais. Et enfin, lorsque nous allons être amenés à agir, de diffuser un message pertinent pour crédibiliser votre offre, d'accord. C'est-à-dire qu'en fait, la réponse dans le point 3 de l'action, c'est en fait parce que j'ai pu identifier et hiérarchiser, que j'ai pu identifier la présence à tel ou tel niveau dans les canaux relatifs, que je vais enfin pouvoir diffuser un message. Parce qu'il faut qu'il y ait, c'est là encore une fois où le bas blesse, il faut qu'il y ait une concordance entre ce que le consommateur reçoit comme info et la réalité de la présence des produits dans les lieux où il peut se les procurer. S'il y a une dissonance... Attention, le micro. Oui, je ne l'ai pas touché. Ah, voilà. C'est bon là? Là, c'est bon. Soit éloigne-le encore un petit peu, soit parle moins fort, mais par moment, c'est vrai que... Ah, ouais, Et tu peux l'éloigner plus de ta bouche. Non, mais je peux aussi baisser le volume. Voilà. C'est vrai que j'ai une voix qui porte, pardonnez-moi. Donc, je l'ai un peu éloigné de ma bouche. Voilà. C'est mieux là, c'est bon? Oui. Très bien. Donc, je disais, diffuser un message pertinent pour crédibiliser votre offre, parce qu'encore une fois, vous pouvez envoyer un message, mais s'il n'est pas en phase avec les canaux dans lesquels on a observé qu'il y avait un comportement de consommateur, une attente des consommateurs, eh bien, on aura ce que l'on appelle un message dévié, et donc du coup, on n'aura pas une pertinence au final entre ce que nous voulons dire, la stimulation que nous voulions mettre en place et la réaction qu'aura eu le consommateur. Donc, le consommateur, une fois qu'il a recherché des solutions, ce qu'on appelle, il va à la pêche aux informations, il va évaluer les options. Là, il va peser le pour et le contre. C'est-à-dire, en fait, il évalue les différentes solutions à travers ses attributs. Alors, les attributs d'un individu, on va le prendre au niveau sociologique, entendons-nous bien, et non pas sur l'aspect morphologique. Donc, les attributs sociologiques d'un individu, en fait, ce sont ses us, ses coutumes, sa culture, ses attitudes. Et en fait, si on pouvait résumer tout ça, on pourrait prendre ce que l'on appelle les 3 champs qui impactent, d'accord, les attributs du consommateur, c'est-à-dire le champ conatif. Je ne l'ai pas noté, je ne vais pas vous faire un cours sur la sociologie du consommateur, mais pour que vous l'entendiez, le champ conatif, c'est-à-dire l'expérience qu'il a ou qu'il a eue, ce qu'il sait de telle ou telle chose. Le champ affectif, c'est-à-dire la manière dont il a perçu la chose et dont il l'a ressentie. D'accord. Et donc, le champ affectif va révéler l'aspect. Il aime ou il n'aime pas, ou il aime peu, ou il aime beaucoup. D'accord. C'est un peu le jeu de la pâquerette ou de la marguerite. Je t'aime un peu beaucoup passionnément. Et en fait, le dernier attribut, et non des moindres, c'est l'aspect. Alors, on le connaît moins, celui-là, c'est l'aspect conatif, c'est-à-dire celui qui est lié aux réactions et aux actions de l'individu en matière de j'ai fait,
et j'ai ressenti telle chose au moment où je l'ai fait. D'accord? Alors, si ce n'est pas moi qui l'ai fait, c'est comme La Fontaine, hein, si ce n'est toi, c'est donc ton frère, il va s'informer auprès de son entourage pour savoir quelles sont les expériences en termes de vécu par rapport à des actions dites conatives. Donc, les 3 champs d'attributs sont cognitif, connaissance, affectif, sentiment, conatif, action. Tout ça, il va le passer dans un filtre, hein, un peu comme si vous imaginiez une cafetière, et goutte à goutte vont sortir les informations. Ces informations vont lui permettre d'aller vers un choix ou pas du produit, parce que si les motivations sont supérieures aux freins, il va aller vers le produit. Si les freins sont supérieurs aux motivations, il ne va pas aller vers le produit. Alors, ça ne veut pas dire qu'il va pour autant abandonner, mais il va peut-être reporter ou se tourner vers une autre source de réponse. Donc, il y aura un report, et quelquefois un abandon, hein, parce que ça ne colle pas avec son filtre, mais la plupart du temps, quand les freins sont supérieurs aux motivations, l'individu reporte, repousse, et donc s'il y a abandon, je le rappelle, c'est parce que ça ne correspond pas avec ses attributs. Maintenant, quand les motivations sont supérieures aux freins, d'accord, on va aller vers la phase 4, qui est la décision et l'acte d'achat. D'accord? Donc, la décision et l'acte d'achat, c'est le choix définitif qui repose sur la hiérarchisation des critères, ce que nous venons de voir précédemment. Si l'achat revêt une importance marquée pour le consommateur, d'autres facteurs, bien sûr, entrent en ligne de compte, comme les risques encourus, comme je vous le disais. Une fois que le consommateur a fait le point, il passe à l'acte. Pour l'inciter à passer à l'acte, voilà ce que je vous propose. Notre action, être présent dans la tête du consommateur. Alors, en 2022, être présent dans la tête du consommateur, ce n'est pas uniquement faire de la publicité sur des magazines spécialisés ou de l'affichage dans les boutiques. C'est être présent par toutes les sources susceptibles de correspondre à mon consommateur cible, tiens, notamment à mon buyer persona identifié précédemment. Donc, ça veut dire que je vais avoir peut-être une présence numérique plus importante que ce que j'avais imaginé auparavant. Peut-être que je vais organiser des événements également dans lesquels ma présence va être marquée et donc mon message montré pour apporter la réponse au consommateur. Et dans ces, dans ces présences que je vais mettre en place par le biais d'événements ou par ces publicités que je vais mettre en place par le biais des structures dites numériques, eh bien, je ne vais pas hésiter à mettre des offres attractives. On peut mettre une offre spéciale. Alors, à ce titre, n'entendez pas par offre spéciale obligatoirement une promotion. Ça peut être découvrir en exclusivité nos nouvelles saveurs du terroir et organiser un événement autour de ces saveurs. L'équipe ad hoc pourrait vous en parler, hein, puisque ça, ils le font lorsqu'ils animent notamment des rencontres entre producteurs et distributeurs pour que les producteurs puissent inciter les distributeurs à s'intéresser à eux. Les producteurs mettent en avant des offres spécifiques. Et enfin, comme pour la conclusion d'un entretien de vente, alors ça c'est capital pour moi puisque je l'aborderai dans le chapitre 3 aussi, la communication doit pousser l'acheteur à trancher pour votre produit. Ne pensez jamais que vous êtes le meilleur, seul le client pourra le penser. Par contre, pensez que vous êtes différent et donc peut-être à un moment donné que vous avez quelque chose qui va vous distinguer, vous démarquer de vos confrères, que l'on appelle les concurrents dans le marché, et que le consommateur surtout doit percevoir cette différence qui peut être un bénéfice pour lui. Dans un entretien de vente, on mettra en avant les bénéfices, nous le verrons dans le chapitre 3 notamment. Bien. Une fois cette phase passée, donc vous voyez, hein, c'est un véritable parcours. Hein. Je n'oserais pas vous dire que ça ressemble à l'événement sportif qui est en ce moment à la télévision. Le nôtre est certainement plus intéressant en la matière. L'évaluation après achat. Alors, vous allez me dire, Richard, quel est l'intérêt que tu nous parles de ça? On n'est pas en formation fidélisation. Je suis d'accord avec vous. Cependant, si je veux vous apporter une réponse sur ce point, c'est parce que nous sommes parmi les champions d'Europe de la mauvaise fidélisation commerciale. Alors, l'équipe de Chantal le sait parce qu'on l'a abordé quelquefois. J'ai le devoir, mais là le regret également, de vous dire que nos acteurs français du commerce ne sont pas les champions de la fidélisation. Alors, vous allez me dire pourquoi, on ne va pas s'attarder dessus, mais tout simplement parce qu'on a tendance à considérer qu'un produit vendu est un produit acquis. Errare humanum est, vous dirais-je, si je le prononçais en termes latins.
Pour ma part, hein, qui suis tout comme vous, tout autant français que vous en matière de parcours commercial, mais j'ai compris une chose qui est fondamentale, c'est que la vente commence lorsque le client a acheté. La vente commence quand le client a acheté, c'est-à-dire qu'en fait, c'est à partir de là que je sais que le consommateur va se poser une multitude de questions. La première, c'est est-ce que le produit me satisfait? Et donc, je vais tout mettre en œuvre pour qu'il puisse être toujours en interaction avec moi. Sa satisfaction va naître de la différence entre de ce qu'il attendait et de ce que ce dernier lui apporte. Je dois être à même de pouvoir réagir là-dessus. Il est inutile d'insister aujourd'hui, je voulais noter, hein, sur l'importance de la satisfaction de l'acheteur. N'oublions pas ce que les avis amènent comme information lorsqu'on consulte ces mêmes avis sur les moteurs de recherche. N'oubliez pas qu'il en va surtout de nos enjeux en matière de fidélité et de réputation. Vous le comprenez, enfin, je ne veux pas adopter un ton un peu trop solennel, mais qui pour moi sont fondamentaux. Une entreprise qui n'a pas aujourd'hui ces deux objectifs majeurs en tête au niveau commercial doit revoir sa politique commerciale. Parce qu'un client est zappeur, un client change plus facilement qu'avant, donc je vais tout faire pour le fidéliser au maximum. Attention, ça ne veut pas dire que je vais le garder à vie, hein, mais je vais tout faire pour le garder. Et quand je dis le garder, ça veut dire qu'également, il en va de ma réputation derrière. Parce qu'un client satisfait, n'oublions pas qu'il peut en générer 5. Hein. Cependant, un client mécontent peut vous en faire perdre 15 à 20 d'un seul coup. Donc, ceci nous amène à se dire, bien entendu, l'image de mon entreprise et le capital. Alors attention, je ne l'écris pas pour vous, je ne me permettrai pas de vous dire de soigner votre image, mais d'avoir à l'esprit que c'est un capital. Vous avez un capital social, vous avez un capital économique, vous avez un capital juridique. Je ne vais pas vous faire un cours sur comment fonctionne votre entreprise, vous le savez mieux que moi. C'est un capital qui est, voyez, qui est déterminant à maintenir, c'est le capital en termes d'image. Comment suis-je perçu ? Et en fonction de la manière dont je suis perçu, je vais pouvoir envisager d'optimiser la relation client sur la durée. Donc, mon action, nos actions, ne pas survendre, ne pas tromper le consommateur. Alors, il va de soi, vous me direz, Richard, tu es bien gentil de nous dire ça. Oui, enfin, on ne va pas évoquer les exemples que l'on a dans l'agroalimentaire ou dans la santé en la matière. Hein. Voilà. Donc, ne pas tromper le consommateur. Soyons focalisés sur la qualité de nos produits. La qualité de nos produits passe par ce que l'on y met, passe par la manière dont on les fait, par la manière dont on les présente, dont on les propose, d'accord, et dont on les fait évoluer surtout. Donnez-vous les moyens de réagir rapidement et efficacement en cas d'insatisfaction. On ne peut pas plaire à tout le monde, on peut avoir une insatisfaction. Ça ne veut pas dire que pour autant vous avez perdu le consommateur. Vous pouvez très bien, si vous réagissez, maintenir le cap avec lui. À titre d'exemple, c'était un des mots du combat commercial du groupe Darty dans les années 80 avec le fameux contrat de confiance, rappelez-vous, pour les équipements en biens ménagers et donc équipements de la maison. Votre priorité, messieurs, dames, c'est la satisfaction, mesdames, messieurs, pardon, c'est la satisfaction de vos clients. Un client satisfait, c'est un client remboursé. Non, ça, non. Non, 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 ça, ce n'est pas notre politique, pardonnez-moi. Un client satisfait, c'est un client qui revient, c'est un client qui a envie de revenir. Parce qu'un client satisfait, c'est un client remboursé, mais une fois qu'on l'a remboursé, il ne revient pas. Hein. Alors, je ne citerai pas l'enseigne qui avait utilisé ça à tort, je ne me permettrai pas de dire à travers, mais ça a fait des émules pendant 2 décennies. Nous sommes des producteurs, fournisseurs, nous agençons nos produits chez des distributeurs. Ce n'est pas un client remboursé, moi qui m'intéresse, c'est un client qui revient. Donc attention aux détails, comme les notices, attention, ce n'est pas la notice que l'on déplie qu'il y a dans la boîte, hein, c'est la notice, c'est ce qui est dit du produit. Hein. Et là, je reviens à l'échange qu'on avait eu avec Alix, notamment, pardonnez-moi Alix de vous appeler par votre prénom, en la matière. Donc ce qui compte, ce n'est pas uniquement les qualités de votre produit, mais surtout comment le consommateur les perçoit. Les comportementalistes, nous mettons l'accent sur ce point. C'est ce qui nous différencie, non, mais c'est ce qui nous permet de proposer des stratégies aux entreprises par l'aval et non pas par l'amont. La stratégie par l'aval, c'est de dire qui es-tu toi en face de moi et à partir de là, je vais te décrypter au plus haut point pour pouvoir communiquer avec toi de la manière la plus adaptée et de la manière la plus pertinente. N'oubliez pas que je suis producteur, nous sommes producteurs.
Ce qui est important, ce n'est pas ce qu'on a envie de dire, c'est ce qui doit être entendu de nous. Voilà ce que je pourrais vous dire sur cette dernière ligne sur l'action. Donc, en conclusion, le consommateur part à la chasse. Et oui, c'est le consommateur des années 2020. Il part à la chasse aux infos. J'aurais pu dire à la pêche, hein, non, aujourd'hui, il chasse les informations, il ne les pêche plus. D'accord? C'est-à-dire qu'il les traque. Avant, elles étaient là, il les récupérait, donc il les pêchait. Maintenant, il les traque. C'est pour ça que le mot chasse n'est pas innocent ici. Maîtriser sa réputation, inutile de vous dire, hein, vous saviez que 79% des Français font confiance aux avis clients, tout secteur confondu, messieurs, dames. Hein. 79%, j'aurais pu dire 80%. Hein. Ce chiffre est supérieur à celui de la publicité traditionnelle ou digitale. C'est-à-dire, la publicité digitale, c'est les bannières, les pop-up que vous avez sur les supports numériques tels que les sites ou autres produits Internet. Pardon. Et en 2021, 87% des Français ont indiqué regarder les avis clients avant de prendre une décision d'achat. C'est phénoménal, c'est édifiant. 34% des consommateurs déclarent également que les avis sont plus persuasifs que les promotions. Imaginez donc. D'accord? D'ailleurs, vous voulez partir en week-end en Italie, la première chose que vous allez faire, vous allez regarder effectivement, en fonction du lieu où vous voulez aller, ce qu'il en est dit. Et ensuite, vous allez aller sur les sites dédiés pour voir s'il y a des opérations promotionnelles. C'est quand même phénoménal. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, on est dans une démarche où on va chasser l'information de manière à récupérer ce qui est le meilleur de l'information, en tous les cas, ce que l'on considère comme étant le meilleur de l'information. Donc, inutile de nous dire la chose suivante, les avis sont le reflet de l'expérience que vous faites vivre à vos clients. Donc, ne pas hésiter à demander les avis à nos clients. Hein. N'oubliez pas qu'il est crucial de mettre en place une stratégie pour les récolter. Là, encore une fois, des ateliers sont possibles. Hein. Chantal vous en parlera, Chantal Passat. L'équipe, bien entendu, Christine et Alix également. C'est une preuve de reconnaissance et donc un bon moyen d'augmenter votre capital confiance. Voilà pour le parcours consommateur. Des choses sont dites, des choses sont entendues. Pardonnez-moi des fois un peu avec virulence. Hein, c'est ce qui fait aussi que j'interviens directement sur des professionnels, c'est que je suis avant tout un homme de terrain et que je vous parle avec des termes qui sont ceux que nous devons entendre lorsque nous sommes sur le terrain. Donc, avant de passer au chapitre 2, on peut faire un petit point si vous souhaitez que je réponde à quelques interrogations. Marion, si tu as eu des remarques sur le chat, s'il y a eu des questions, on peut s'accorder, comme je disais, entre 2-3 minutes, hein, maxi, pour cette phase-là, et ensuite aller sur le chapitre 2. Il nous reste 57 minutes. Au niveau du chat, c'est OK, il n'y a pas de questions, ça tournait surtout autour de ton micro, ce qui donc est résolu. Et ensuite, on avait une remarque d'Alix qui disait que pour approfondir le sujet des personas, on pouvait se pencher sur tout ce qui était design thinking. Ce n'était pas vraiment une question, mais plus quelque chose de constructif. Oui, bien sûr. Oui, merci Alix. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Donc, pas de questions? On peut poursuivre. Alors, poursuivons. Alors, on connaît le parcours du consommateur, on sait comment il procède, en tous les cas, la manière dont il chemine. Je préfère d'ailleurs dire cheminer que procéder, puisqu'on est bien sur un cheminement, hein, messieurs, dames. Hein. D'où le terme parcours. Alors, j'avais fait au départ, d'ailleurs, merci de m'avoir corrigé à toute l'équipe, Alix et l'équipe ad hoc. J'avais fait d'ailleurs, je le dis, un petit PowerPoint au départ, enfin un petit, le PowerPoint que vous avez là, avec en fond d'écran un parcours de golf avec une balle de golf posée sur un tee. Mais ce n'était pas parce que je suis amoureux du golf, je ne le pratique pas, c'était parce que ça évoquait le parcours du consommateur, bien entendu. Alors, le chapitre 2. Le chapitre 2, c'est de se dire, bien, maintenant que j'ai observé ce parcours de consommateur, il va falloir quand même que j'observe les intermédiaires. Qui sont-ils? Comment ils fonctionnent? On ne va pas faire un cours sur les circuits de distribution. D'ailleurs, on avait fait un thème là-dessus qui s'appelait diversifier ces circuits. Hein. Chantal Passat l'a spécifié au début. Par contre, mon rôle est de vous dire comment nous pouvons faire montre d'agilité face à ces canaux de manière à être réactifs vis-à-vis des consommateurs. D'accord? N'oublions pas que les canaux, ce sont les structures dites intermédiaires, ou pas, si j'ai mon propre point de vente, je n'ai pas de structure intermédiaire, hein, ou ma e-boutique. Mais en tous les cas, les canaux, ce sont les moyens qu'on utilise pour que le produit soit mis à la disposition du consommateur final.
Je dis bien final. Le consommateur final, c'est celui chez lequel atterrit, pardonnez-moi du terme, le produit au final. Donc, c'est celui qui va le consommer ou l'utiliser. Donc, le consommateur des années 2020, mais avant aussi, mais là encore plus, n'hésite plus à se tourner vers différents canaux. Alors, 3 termes apparaissent, on ne va pas les détailler, mais si vous avez des questions, vous les noterez bien entendu, on y répondra à la fin du chapitre, mais je vais quand même spécifier. Monocanal, c'est simple, c'est mon point de vente. Multicanal, je passe par mon point de vente, j'ai une e-boutique et éventuellement j'ai un distributeur dans une boutique spécialisée. Et omnicanal, alors on aurait pu penser, puisque dans omni, il y a la notion de plusieurs aussi, mais dans omni, c'est plusieurs en même temps, c'est d'où le terme omni ou cross-canal, c'est-à-dire que tout en étant en train de regarder mes indications sur mon application, sur mon smartphone, je suis dans une boutique et en même temps, je consulte des avis clients. Donc, tout ça va constituer en fait plusieurs canaux d'influence qui vont m'amener vers le produit. Ce que l'on appelle l'omnicanal ou le cross-canal. D'accord. D'ailleurs, vous verrez qu'il y a une nouvelle technique qui s'est développée en matière d'achat. On va la voir plus loin et c'est assez édifiant. Ce que ces outils que nous avons à notre droite ou à notre gauche posés sur le bureau au moment où on est en train d'échanger ensemble, hein, vous avez bien compris que je voulais parler du téléphone, ce que cet outil a apporté également en matière de révolution commerciale. Et enfin, donc, il va s'en dire, puisque c'est le dernier paragraphe non, mais la dernière petite phrase de la diapo. L'avènement du numérique, les partages via les réseaux ont fortement participé au boom de la pratique d'achat par l'omnicanal. Bien, une fois qu'on a fait cette introduction, nous allons voir quelles sont en fait les raisons de penser à diversifier ou à penser à diversifier ces circuits. Ça ne veut pas dire qu'il faille le faire impérativement, hein, entendons-nous bien. Ça veut dire qu'il est recommandé de penser à comment réagir si nous étions amenés à devoir diversifier. N'oublions pas que c'est la demande qui régit l'offre. Donc, si la demande ne réagit plus favorablement à notre offre parce que notre offre n'est pas bien positionnée en matière de diffusion, je vais devoir peut-être modifier mes circuits, voire mes canaux. Et mes canaux, pardon, parce que si je modifie mes circuits, je vais modifier mes canaux. Donc, c'est ce que l'on appelle penser à diversifier. Ce n'est pas il faut diversifier, je ne me permettrai pas de vous dire ça. Donc, 3 raisons majeures apparaissent, on l'avait d'ailleurs évoqué, hein, vous le verrez plus tard, je vais les citer, nous l'avions évoqué ça avec une collègue, une consoeur de l'équipe ad hoc, Mélodie Mercury, en matière donc de raisons majeures, limiter la dépendance économique et donc être plus résilient hein, en cas de crise notamment ou autre restriction. Bon ben oui, 2020 nous a permis de valider notamment cette affirmation, d'accord. Vous seriez surpris du nombre de marketplaces et de sites de vente en ligne qui se sont développés au soir du 31 mars 2020. C'est une image, hein, mais voilà, je l'avais donné cet exemple. Je suis en étroite collaboration avec une autre région de notre beau pays. Alors, ce qui est assez intéressant pour vous, c'est d'entendre que c'est la région qui est tout à l'opposé au niveau géographique, puisque je collabore étroitement avec la région des Hauts-de-France au niveau donc, des produits agricoles. Et nous avions mis en place, c'était exactement le 30 mars 2020, vous voyez, donc 10 jours après l'annonce de la pandémie, quelques jours, 13 jours, comme quoi, et du confinement surtout, comme quoi les producteurs que vous êtes, pour certains, les acteurs de l'agroalimentaire voulaient réagir en comment positionner mes produits, autre que par les boutiques physiques. Voilà. Et donc, on avait fait un travail de fond et de forme pour que chacun puisse avoir des réponses pour pouvoir réagir efficacement. Eh bien, entendez-le, c'est afin de limiter la dépendance économique et être plus résilient. Être facilement identifiable, hein, donc diversifier ses canaux en passant par une diversification des circuits, ça peut nous permettre d'être plus identifiables, du coup d'avoir des produits plus accessibles, parce qu'on sait que le client, quoi qu'il en soit, est zappeur, hein, il est zappeur et il n'hésite pas du jour au lendemain à changer d'enseigne. Peut-être pas totalement, mais en tous les cas, tout en gardant la même enseigne, d'aller s'approvisionner ailleurs ponctuellement.
Et enfin, aboutir, alors pardonnez-moi du choix de ce terme, hein, c'est un terme marketing, aboutir à un link, ce qu'on appelle un link, c'est aussi, en anglais, ce n'est pas le lien ici, hein, la traduction littérale, c'est le lien, mais ici, c'est le couple. C'est le couple produit-circuit favorable. D'accord? Donc, aboutir à un link, un couple produit-circuit favorable. Certains schémas de vente vous permettent de vendre en volume, d'autres en valeur. Attention, je ne vais pas dire, mais tiens, allez, je vais vendre par tel canal, ça va me permettre de toucher telle clientèle. Ouh là là, je vends avec quel objectif? Volume, massifier les ventes, ou valeur, valoriser les ventes. Ce n'est pas la même chose. Hein? C'est-à-dire, l'aspect perceptuel diffère en fonction de ce que je veux faire. Hein? D'ailleurs, c'est pour ça que quand j'ai plusieurs produits dans la gamme, certains sont dédiés ou destinés à être massifiés et d'autres valorisés. Ça ne veut pas dire que ceux qui sont massifiés n'ont pas de valeur, hein, mais ça veut dire qu'on privilégie la vente en volume, d'où le terme massifié, effet de masse. Là, encore une fois, hein, si vous avez des questions, on les abordera et j'y répondrai à l'issue de la présentation. Alors, je vais le faire apparaître totalement, comme ça nous évitera… Oh, pardonnez-moi. Voilà. Donc, je vous ai dressé ici les itinéraires que l'on peut trouver pour aboutir au consommateur. On a à gauche le circuit, c'est-à-dire le circuit, il faut que vous imaginiez, c'est le cheminement, le chemin, mais là, c'est le cheminement du produit, hein, du coup, ce n'est plus le chemin de l'acteur. Et à droite, on a le canal, d'accord? On a le canal, c'est-à-dire le lieu dans lequel le consommateur donc s'approvisionne. Donc, en B2C, pardon, une fois pour toutes, hein, business to consumer, du producteur au consommateur, directement, physique ou digital, physique par mon point de vente, digital par une e-boutique, en individuel ou en collectif, une marketplace collective, en magasin de producteurs, au marché, à la ferme, etc. Alors, ça parle, je présume, tout ça, certains, pour peut-être beaucoup d'entre vous, ben, ça veut dire que là, vous êtes dans du B2C direct, d'accord? Voilà. Les itinéraires pour aboutir, donc ça veut dire qu'il faut que, là encore une fois, on le verra plus tard, je qualifie mon message pour pouvoir donner envie. N'oublions pas qu'on part toujours de là. Hein. Si je travaille en B2C, le consommateur, dans son parcours, il faut qu'il sache, qu'il puisse identifier directement en quoi mon produit peut lui être salutaire, favorable. Donc, ma communication doit être redoutable là en B2C, parce qu'il n'y a personne qui la fera pour vous. Hein. Il faut que, alors, pardonnez-moi du terme normatif, mais il faut que vous soyez impactant, j'ai envie de dire même plus, il faut que vous soyez armé pour pouvoir, en termes de message, convaincre le consommateur du bien fondé de votre produit. Le B2B2C. Le B2B2C, c'est donc business to business to consumer, c'est-à-dire moi, nous, to be, distributeur, diffuseur, to C, consommateur final. D'accord? Le schéma l'exprime, hein? On le voit, hein? D'accord? Donc, ça peut être encore une fois physique ou digital, des enseignes de grande distribution généraliste ou des enseignes spécialisées, des pure players Internet, hein, c'est-à-dire des structures qui ne font que de la diffusion et qui vont par nature pure player jouer purement le jeu, hein, d'où pure player, d'accord, et qui ne diffusent que par Internet, etc. D'accord, qu'elle soit que sur un type de produit ou plusieurs, ça n'a pas d'importance. Hein, on peut être un pure player multi-produit, hein, d'accord. Mais pour que vous ayez cette vision, ça veut dire que là, on est sur du semi-direct. Donc, nous sommes, encore une fois, ceux qui fournissons le produit, qui le proposons. Nous sommes à l'origine du produit. Nous sommes l'amont. Donc, ça veut dire qu'il va falloir alimenter en matière d'impact publicitaire et de message l'intermédiaire, c'est-à-dire le deuxième B, le to be, là, hein, d'accord? Il va falloir que je lui donne les moyens pour que lui puisse, lui, c'est il ou elle, hein, c'est la structure, puisse mettre en avant mon produit pour que le consommateur final s'y intéresse. Donc, vous voyez, alors, si je passe par Carrefour, je donne un exemple, on la connaît la démarche. Ben, Carrefour, ben, vous négociez éventuellement des produits au catalogue. Hein, et ensuite, vos produits vont se retrouver dans le cadre d'opérations. Attention, au catalogue lorsqu'il n'y a que des promotions, hein, des opérations ponctuelles définies. Et donc là, vous allez avoir vos produits qui vont être, en termes publicitaires, mis en avant par l'enseigne considérée. D'accord? Les produits peuvent être mis en avant dans l'enseigne considérée par des partenaires de développement qui
pour le compte du producteur, vont dans les enseignes jouer le rôle de promoteur du produit. Tiens, merci Haddock. Hein, et via une marque qui a été créée, puisque c'est une marque, hein, ne l'oublions pas, vous le savez mieux que moi, l'équipe d'Haddock, la marque Sud de France, qui va permettre de promouvoir les produits parce qu'ils ont une certaine éligibilité en la matière, répondant à un cahier des charges, et le consommateur qui déambule dans les travées de l'enseigne considérée va se dire, ah, tiens, ça c'est un produit qui est référencé Sud de France, qui a donc certainement des standards d'appréciation en matière de consommation, en matière de production. Tiens, ben, ce produit, je vais être tenté de le prendre plus facilement. Point n'y manque, l'équipe d'Haddock vous dira mieux que moi que quand on fait une opération sur des produits intitulés Sud de France avec une mise en avant en parallèle, comme par hasard sur la thématique de produit, plus 30% des ventes. Vous voyez? Comme quoi, rien ne se perd, rien ne se crée, hein, nous disait Lavoisier, tout se transforme. Voilà, en l'occurrence, la transformation est quand même intéressante, hein, plus 30% de ventes, on signe tous les matins. Hein. Donc, pensez toujours à ça, à alimenter l'intermédiaire en matière d'apport de messages. Et enfin, en parallèle, toujours d'alimenter le consommateur via les réseaux sociaux, via les publicités que vous mettez en place, via votre site internet, etc. D'accord? Donc là, on va avoir un double jeu. Un double jeu alors, je vais utiliser le terme promotion, mais ne le prenez pas en termes de réduction, hein, c'est-à-dire faire la promotion. Je vais devoir faire la promotion de mes produits auprès des diffuseurs, tout en la faisant différemment avec d'autres messages auprès des consommateurs. OK? Et enfin, le fameux B2B. Le B2B, enfin le fameux, pardon, il n'est pas plus fameux que les autres, mais le B2B, c'est donc de moi au diffuseur, mais je ne m'occupe de rien, c'est-à-dire qu'après, c'est le diffuseur concerné parce que le produit va être acheté en lot ou en vrac ou en quantité. Donc, on est là confronté à qui? À des grossistes, le mine, hein, le cash and carry, etc. D'accord? C'est-à-dire que cash and carry, payé et importé, pardonnez-moi du terme, hein, c'est le premier grossiste américain, un système le système des grossistes en fait est né aux États-Unis avec le premier cash and carry. D'accord? Mais il faut savoir que ce cash and carry aux États-Unis a donné lieu ensuite à des produits à acheter sur palette. Hein. Alors, comme par hasard, il y a des discounters qui ont fait ça ensuite en tant que distributeurs. Vous voyez que rien ne se perd là non plus, rien ne se crée, tout se transforme. Voilà, donc 3 cas de figure. Hein. On est en B2C, on est en B2B2C, qui est souvent le cas. Hein. Je pense que les 3 vous concernent, mais quand on a notre produit qui est utilisé par le consommateur de la manière dont on l'a produit, c'est ou B2C ou B2B2C. Sinon, le produit va être intégré ensuite dans ce qu'on appelle le commerce de gros. Ensuite, vous allez, et nous allons voir ici, hop, quelques chiffres. Hein. Voilà, c'est une source donc, que je voulais vous donner pour comprendre le panorama des circuits, des canaux de vente dans le circuit considéré, en vue de critères de réflexion et d'aide à la décision. Alors, ce schéma est très simple. Hein. Vous avez le type de canal tout en haut sur la partie supérieure. Le canal magasin, le canal restauration, le canal industriel transformateur. Mon produit est dédié à quel type de structure? En partant de là, pour quel type de produit? Si ce sont des produits, regardez, donc d'ailleurs, tiens, on peut considérer que la consommation à domicile, notamment, concerne 3/4 des repas. Hein. La consommation hors domicile, vous la voyez, la restauration hors domicile, 1/4 des repas. Actuellement, au moment où je vous parle, ce sont des données 2021, hein, fin 2021-2022. Là. Donc ça, c'est très frais, très actuel. Hein. Donc, si les produits recherchés sont à votre marque, pensez à avoir des produits marketés avec un conditionnement adapté à la vente au détail, capital. Produit marketé, c'est-à-dire un produit qui identifie ce qu'il est, avec une identité de nom, une identité de couleur, une identité impactante. D'accord? Sinon, si ce sont des productions dédiées à des MDD, c'est ce que l'on appelle des MDD, marques de distributeurs ou du vrac, là les produits sont non marketés, bien entendu. D'accord? La vocation de ces magasins, soit je vais sur du produit en magasin généraliste, et là je peux être effectivement dans des structures telles que celles que vous connaissez, dans les enseignes connues de la grande distribution.
d'ailleurs qui représente, regardez, la part de marché en valeur, 75% des achats de produits se font dans ces magasins. Et ensuite, de l'autre côté, pardonnez-moi, à droite, vous avez ou une vocation à aller plutôt chez dans des magasins spécialisés. Et là, donc, on ne va pas les citer. J'ai repris, pardonnez-moi, vous verrez un petit tableau de ce que l'on peut trouver. Mais ce sont les magasins bio, les magasins multifrais, les magasins dédiés au surgelé, les jardineries, les solderies, les magasins de vrac, etc. D'accord? Voilà ce que l'on a pour l'entité magasin, distribution magasin. En restauration, c'est pas que c'est plus simple, mais c'est plus simplifié. Voilà. C'est-à-dire que on a automatiquement des produits peu marketés, on a bien souvent des gros conditionnements qui sont dédiés à deux choses, soit à de la destination en restauration collective, de l'enseignement médico-social, administration, entreprise ou autre, 33%, soit la destination commerciale traditionnelle, rapide snacking, que l'on a donc directement pour ce volet que l'on appelle la RHD, la restauration hors domicile. D'accord? Et enfin, dans la colonne de droite, donc comme je vous le disais tout à l'heure, là on a directement un produit qui va être dédié à un industriel qui lui-même va le transformer. D'accord? Produit non marketé, vente en vrac. Je suis producteur de pommes. Mon acheteur, c'est Andros. Il va donc fabriquer ses compotes et autres, fruits au sirop. Et donc là, ma production en partie est dédiée à cet acteur. Et là, je suis dans la colonne extrême droite de mon diaporama. D'accord? Bien. Alors, en bas, je vous ai mis dans la colonne bleue, j'ai rappelé dans la colonne bleue, d'accord, ce qui va nous permettre de comprendre les questions pour sélectionner les bons circuits. D'abord, est-ce que j'ai les volumes requis pour aller vers tel ou tel circuit, donc plutôt magasin, restauration industrielle, et ensuite quel type de canal dans ces magasins. Donc, vous voyez, vous avez compris, quel circuit et ensuite quel canal. Et les circuits d'approvisionnement logistique, c'est important, c'est souvent là, encore une fois, que nous nous faisons, j'allais dire, que nous loupons le coche. Voilà comment je vais le dire. C'est-à-dire que vous avez sélectionné un circuit, mais en fait, on n'a pas appréhendé l'aspect logistique. Alors, inutile de vous dire que l'aspect logistique est déterminant. Depuis 2020, il n'est pas plus qu'avant, mais il est encore plus. Voilà. Il n'est pas plus qu'avant, mais il est encore plus. Si vous avez saisi la nuance, ça veut dire quoi? Ça veut dire que aller acheminer un point de vente quand on sait qu'on est en restriction, ce n'est pas évident. Si ce point de vente est actif de surcroît, s'il ne l'est pas, il va falloir trouver un autre mode d'approvisionnement. Les augmentations tarifaires en matière de carburant jouent un rôle décisif, j'ai envie de dire, en tous les cas, important sur ce terme sur ce thème-là. Les interrogations, attention, ne partons pas au hasard dans le choix d'un circuit si on n'a pas une maîtrise d'approvisionnement. L'appro, c'est la clé de la réussite, disait dans les toutes premières, les toutes premières écoles qui étaient dédiées au commerce, et notamment les premières écoles qui étaient dédiées à comment vendre efficacement nos produits. Je parle de produits, je ne parle pas de prestations et de services, je parle de produits. Une des questions majeures, et nous sommes dans les années, fin des années 50, début des années 60, nous sommes dans une école américaine que je ne nommerai pas, et cette école-là se pose la question suivante. Attention, in order to success, afin de réussir, il faut que nous ayons une maîtrise logistique. Une fois que l'on a ça, quels sont les acteurs et le positionnement que l'on adapte? Oui. Dépendant de la cible consommateur. Retour sur le fameux, et merci encore une fois Alix de la remarque tout à l'heure via Marion, sur le persona, de pouvoir penser à tel persona, c'est-à-dire l'individu idoine qui va s'adapter à mon produit pour pouvoir lui parler non seulement en matière de communication, mais également en matière de positionnement de produit. C'est-à-dire dans quel lieu trouve-t-il mon produit pour qu'il corresponde à ce qu'il souhaite de mon produit. Et enfin, je mettrai en avant le dernier point, mais je vous laisserai presque le commenter vous-même, sensibilité aux produits régionaux. Il va sans dire, nous sommes dans cette logique.
qui me plaît beaucoup. Vous êtes nombreux, bien entendu, de par votre profil, à être dans cette démarche. La France est un des porte-drapeaux en la matière, au niveau européen. Nous avons 3-4 pays qui ont cette démarche, en identité très forte de produits régionaux. Nous sommes d'ailleurs pas en combat, parce que ça n'en est pas un, mais nous sommes avec nos amis italiens dans les 2 premiers donc, de la classe au niveau européen sur cette sensibilité aux produits régionaux. L'Espagne n'est pas très loin, elle nous suit de près, d'accord. Le Portugal commence à s'y mettre, donc vous allez me dire, mais c'est souvent des régions méditerranéennes ou en tous les cas apparentées comme telles. S'il en est, je ne me permettrai pas de vous dire oui parce qu'il n'y a qu'eux qui le font, c'est faux. Mais en tous les cas, voilà le ranking que nous avons aujourd'hui. Et cette sensibilité est d'autant plus importante qu'elle gage de la qualité aux oreilles et aux yeux du consommateur. Entendez-le. Et puis, bien entendu, je l'ai mis en bleu. Pensez à. Vous pouvez avoir répondu aux 5 items. J'ai mis le dernier en bleu volontairement. N'oubliez pas qu'au final, c'est de se faire référencer qui prévaudra, c'est-à-dire se faire choisir comme étant le produit que l'on va intégrer pour le transformer si on est dans la colonne de droite, ou le distribuer si on est dans les 2 colonnes, celle du milieu ou celle de gauche. Donc, la force de vente est capitale en matière de formation et d'impact. Parce que tout ceci peut être appréhendé. Si on n'a pas une bonne force de vente, on aura beaucoup de mal à convaincre les acteurs par lesquels nous allons passer, et donc les canaux qui vont nous représenter. Je voulais faire un point rapide sur le e-commerce, on ne va pas le détailler, mais pour que vous entendiez que le e-commerce appliqué aux courses alimentaires et à la restauration, c'est quand même 130 milliards d'euros, pardonnez-moi, d'accord. Le e-commerce alimentaire en France en 2021, 20 milliards d'euros, vous voyez. Le e-commerce, 130 milliards d'euros, entre 15% par rapport à l'année 2020, 42% rien qu'en PGC, produits grande consommation, et FLS, frais livre-service alimentaire, 42% par rapport à 2019, d'accord. La Covid est passée par là, bien entendu. Bref, ce n'est pas pour vous faire appréhender des chiffres et vous dire, oh, vous avez vu, c'est impressionnant, c'est édifiant. Non, c'est que vous entendiez ce que je vais vous dire ici. 2021 a été une année charnière. On ne l'a pas vu venir. Ça a été la suite de l'année 2020. L'année 2021 a révélé une nouvelle méthode de commerce. C'est le M-commerce, qui est du e-commerce par le téléphone portable. Vous voyez, je vous disais précédemment, le téléphone portable, c'est un outil en fait qui aujourd'hui rentre dans la vie de l'acteur, de l'individu. Ça, le comportementaliste que je suis vous le confirme, mais je vais vous le dire encore plus, il rentre dans la vie du consommateur et non plus de l'individu uniquement. La vente en ligne via smartphone, les applications dédiées, les applications spécifiques à des avis uniquement. Et le bilan montre que les achats mobiles représentent désormais 22% du chiffre d'affaires des sites de vente en ligne. Et ça monte jusqu'à 35% pour les leaders du secteur. Alors du coup, on va faire une transition sur la question de Sandrine, si tu veux bien. Sandrine Imbert qui demande si la vente en ligne est un canal qui massifie ou qui valorise les produits, en particulier pour les bouteilles de vin, sachant qu'ils sont en train de mettre leurs produits en ligne sur leur site. C'est de la vente directe, pardonnez-moi. Oui, ils sont en train de mettre en vente en ligne sur leur site. Donc, auprès du consommateur final. J'imagine que oui, si Sandrine veut prendre la parole. Sandrine? Sandrine, vous pouvez prendre la parole, je vous interpelle. On va faire un petit échange rapide pour que je vous réponde. Le but, c'est que vous ne soyez pas, encore une fois, dans l'inconnu. Ça, c'est la règle d'or avec moi. Et dans l'incompréhension, bien sûr. Sandrine, vous m'entendez ou pas? Je vois que son micro est désactivé, alors peut-être qu'elle n'arrive pas à le réactiver. D'accord. Bon, alors Sandrine, je vous le dis, si je fais de la vente en ligne de mes bouteilles, rappelez-vous le site de vente en ligne qui avait été mis en place pour des bouteilles au départ sélectionnées, qui s'appelait 1851 si je ne m'abuse, ou 1851. Le but était de mettre en avant des bouteilles à forte identité. Donc pour répondre à votre question, Sandrine, si vous faites ça, votre impact sera en tout premier lieu de valoriser votre production. D'accord.
il va de soi, parce que quand on fait du commerce de la vente en ligne pour des consommateurs avec des produits tels que le vin, l'objectif n'est pas d'avoir une image de vrac ou de produits en grande quantité, bien que vous puissiez avoir des produits en grande quantité, hein, entendons-nous bien. Mais vous mettrez en vente en ligne vos produits phares, c'est-à-dire ceux qui représentent et révèlent, Sandrine, l'identité de votre structure. Si c'est une coopérative, de votre coopérative, si c'est un domaine, de votre domaine, si c'est un château, de votre château. D'accord? Ce que je vous ai répondu, Sandrine, pardon. Donc, pour répondre à la question, Marion, c'est plus valorisé que massifié. Très bien. Maintenant, deuxième cas de figure, si elle se destine à l'export et qu'elle a en tant qu'acheteur à l'export un représentant d'un groupement de distributeurs, là, son site de vente en ligne aura pour mission de massifier, non pas de valoriser. On est bien dans un deuxième cas de figure. Bien, merci Sandrine. Donc, la répartition du e-commerce en France, hein, regardez, 44% des livraisons de repas pour 9 milliards d'euros, hein, ce qui est quand même pas rien, 56% donc en course alimentaire. D'ailleurs, en livraison de repas, hein, ça a pris de plus en plus d'impact, à un point tel que ce sont les plateformes développées, les spécialistes, hein, on avait Uber Eats, on a Deliveroo, on a Just Eat, il y en a d'autres qui se sont même spécialisés dans des types de pratiques alimentaires. Hein, j'en veux pour preuve des produits et des livraisons de repas uniquement véganes ou autres produits à attitude dédiée, ce qu'on appelle des produits alimentaires à attitude dédiée. Ce sont donc ceux pour lesquels on a fait un choix de consommation. Les courses alimentaires, donc 56%, hein, c'est-à-dire que là, on est effectivement chez, ben voilà, je commande mon panier chez Auchan et la manière dont je vais le récupérer, ben, la manière dont je vais le récupérer, on l'a soit en retrait, en drive ou click and collect, hein, d'accord, pour 80%, ou en LAD, alors en 20%. Alors attention, ce chiffre, je ne l'ai pas noté, cette info, a pris 5% en 3 mois sur l'année 2022. Donc, ça veut dire que 5% de 20%, ça commence à représenter. On va avoir donc de plus en plus de LAD parce que le français est quelqu'un qui n'avait pas cette technique, mais qui commence à l'intégrer de plus en plus. La LAD, la livraison à domicile. Hein. D'accord? Voilà. Bon, vous n'êtes pas directement concerné, mais j'ai envie que vous sachiez que le consommateur, puisque c'est lui hein, notre point central, notre point d'ancrage, le consommateur, voilà comment il fonctionne par rapport à ces structures. D'accord? Voilà, et enfin, là, vous l'aurez de toute façon le document. Quels sont, pardonnez-moi, les acteurs diffuseurs des courses alimentaires en ligne, vous les avez. En B2C, ce sont les sites de e-commerce, bien sûr. En B2B2C, ce sont les marketplaces, les sites et enseignes physiques, les sites de pure player, vous avez leur nom. Les marketplaces plateformes que l'on va retrouver donc avec une orientation dédiée. D'accord. Donc, vous voyez, chaque fois, il y a des noms qui vous parlent, certainement. Hein, la ruche qui dit oui, vous la connaissez. En tous les cas, peut-être de nom. Bien sûr, Amazon, hein, souvent, elle fait grincer les dents quand on l'annonce, mais bon, on ne peut pas nier qu'elle est présente et dans bien des domaines. Donc, et ensuite, donc, en B2B, voilà, des grossistes en ligne. Là, encore une fois, hein, Transgourmet, il y en a d'autres, hein, mais bon, j'ai cité ce que vous pouvez avoir en écho ou en connaissance. D'accord. Ils ont été cités ici pour pouvoir donc, vous faire prendre conscience et connaissance donc, de ce qui existe aujourd'hui. Hein, les acteurs diffuseurs des courses alimentaires en ligne. D'accord. Donc, encore une fois, chaque fois que je vais être amené à faire de sorte que mon produit soit présent, et il faudra que je songe à avoir un message. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire que la publicité est la même partout, ça veut dire que je dois être apte à pouvoir répondre. Si ce n'est toi, c'est donc ton frère, si ce n'est moi, c'est donc celui à qui j'ai confié. Parce que si la personne ne peut rien dire de moi parce que je ne lui ai rien donné comme information, ben le produit va être dans une foule hein, d'anonymat. D'accord.
Voilà. Alors, il y en a qui sont spécialisés, qui vont vous demander d'avoir un cahier dédié à ça. Je pense à Greenwiz notamment, je pense à Biocop pour bien connaître le fonctionnement Biocop sur une autre thématique. Mais si vous allez chez Amazon, bonsoir. Hein, si vous n'avez pas fait l'effort en amont, ce n'est pas eux qui vont le faire pour vous. Hein. Eux, ce sont des stockeurs, diffuseurs et top des cracks de la logistique. Hein. Voilà le métier d'Amazon, hein, je ne vous l'apprends pas. Hein. Bien, donc ce panorama étant vu, donc l'importance de la complémentarité des circuits pour conclure hein, sur comment comprendre les intermédiaires et tout ce qui achemine le produit en fait jusqu'au consommateur. Donc voilà, vous avez ici une diapo très simple, d'accord, sur laquelle nous pouvons voir donc le trafic en offline et en online, et les dépenses qui ont été faites. Alors, le trafic, donc c'est bien entendu, hein, vous l'avez compris. Alors, regardez, en offline, hein, l'offline, ça veut dire en dehors de toute démarche digitale numérique, hein, donc en dehors Internet et autres téléphones mobiles. Hein, d'accord. Offline. Donc, moins de 3% en 2 ans. Vous voyez, ça a baissé. Par contre, plus 38% en 2 ans en trafic. Les dépenses, plus 4%, parce que bien qu'il y en ait eu moins, il y a eu un peu plus de dépenses. D'accord. Ça ne veut pas dire qu'il y a moins de trafic, qu'il y a eu moins de dépenses, parce qu'il suffit que les prix aient augmenté ou qu'on se soit recentré sur des produits plus spécifiés en matière et à prix plus élevé. Donc, automatiquement, on a des dépenses qui augmentent. Hein. C'est une logique mathématique. D'accord. Le chiffre également, 58% de nouveaux acheteurs d'e-commerce en 2020 sont revenus en 2021. Vous imaginez? C'est-à-dire que là, on a un taux de fidélisation qui est quand même remarquable. Je ne vais pas dire qu'il est excellent, mais il est remarquable, parce qu'on est à plus de la moitié qui sont revenus. Beaucoup d'hôteliers s'ignoraient pour avoir ce remplissage d'une année sur l'autre avec la même clientèle. Hein. 35,5% des foyers mixent leurs achats entre le offline et le online, plus 6 points en 2 ans, plus 6% en 2 ans, d'accord. Donc, vous voyez, en fait, tout ça, ça nous dit quoi? Que l'on a un consommateur qui est devenu non, mais qui est de plus en plus, oui, omnicanal. Rappelez-vous ce que nous avions dit précédemment. Alors, je regarde mon timer. Ben, je suis ravi, puisqu'il nous reste 23 minutes avant d'attaquer le chapitre 3. Est-ce que vous avez des questions sur le chapitre 2? Tout est clair? Marion, tu n'as pas de questions dans le chat? Non. C'est remarquable. Hein. Ou tout est compris d'entrée ou il n'ose pas. Bien. Alors, le chapitre 3, de manière plus terrain, c'est de vous faire comprendre un élément, un point, alors j'ai envie de dire crucial, bien sûr, dès qu'il s'agit de vendre, important, c'est-à-dire comment optimiser la force de vente pour répondre efficacement. Alors, la manière dont je vais vous présenter ce chapitre avec les phases repose sur deux niveaux, deux structures. Il y a une structure en termes d'optimisation technique et logistique, et ensuite une optimisation de type comportemental. D'accord? Alors, je l'ai dit, nous l'avons dit, vous l'avez vu, l'aspect technique et logistique, il va de soi, est capital, est important et déterminant. Je vais arrêter là mes superlatifs. Donc, on va essayer de voir comment nous pouvons être efficaces. En B2B2C, rappelez-vous, hein, B2B2C, donc je passe par l'intermédiaire qui lui-même donc agence pour le consommateur final. La force de vente ou l'équipe commerciale, hein, ça dépend comment vous l'appelez, doit connaître les paramètres de sélection des offres. Alors, avec Chantal Passat, on l'a spécifié en ouverture de webinaire. Il y a des webinaires dédiés, nous en avons déjà fait, on peut en faire d'autres spécifiques à des entreprises également, c'est-à-dire de comment amener à maîtriser les leviers de négociation commerciale. Parce qu'avec un distributeur, vous allez négocier obligatoirement. Pour que vos produits soient diffusés, il va avoir des impératifs
ces impératifs, elle va vous les mettre en avant pour que vous puissiez concorder et être du coup donc le produit qui peut être choisi ou pourrait être choisi pour être distribué. Donc ces leviers portent sur 4 paramètres. Je ne vais pas les détailler, ce n'est pas le but, mais je vais vous les indiquer. C'est ce qu'on appelle les paramètres de sélection des offres. Quantité, qualité, délai et prix. À partir d'aujourd'hui, pour ceux qui ne l'avaient pas entendu ou qui ne le savent pas, à partir d'aujourd'hui, 5 juillet, retenez que chaque fois que vous allez faire une négo, vous serez, quoi qu'il en soit, confronté à des acheteurs, distributeurs, entendons-nous bien, professionnels, hein, qui vous mettront ces 4 paramètres comme levier de négociation. C'est-à-dire, mon rôle va être de voir si je corresponds en termes quantitatifs. Que m'est-il possible de mettre en œuvre? En termes qualitatifs, quel type de gamme? On parlait de gamisation avec Alix dans nos échanges Internet, c'est-à-dire qu'un distributeur, il ne choisit pas des gammes pour se faire plaisir, hein, il choisit des gammes parce qu'elles sont susceptibles de correspondre à des consommations et donc à des individus, des consommateurs. Et donc, en termes qualitatifs, quel est le positionnement? Quelles sont les gammes que j'ai à proposer? Quel niveau de gamme dans les gammes en question, etc. Capital, l'aspect qualitatif. Il en va de soi les services, les opérations de mise en avant, tout ce que je mets en périphérie du produit. Les délais, alors inutile de vous dire, il y en a parmi vous qui pourraient intervenir sur ce thème, puisque les délais à eux seuls peuvent faire l'objet d'une formation. La maîtrise des délais et savoir négocier sur des délais. Croyez-le bien, c'est capital, entendez-le. Hein, on n'est pas là pour croire, mais pour entendre. Entendre que les délais sont déterminants. Il en va des délais de livraison, bien sûr, de réapprovisionnement, de paiement, ça va de soi. Les délais de décision, hein, qui deux fois, et les délais, bien sûr, de production, c'est-à-dire de ce que je peux permettre d'envisager si j'ai la capacité à produire pour temps. Voilà. Et enfin, bien sûr, le dernier, le prix, le paramètre prix. Alors, il s'agit non pas ici de remettre le prix en cause, mais la manière dont vous êtes capable de négocier avec des manœuvres liées à votre prix que l'on appelle des réductions. Alors, je ne vais pas les citer, je ne vais pas les détailler, pardon, je vais les citer, mais sachez qu'elles peuvent faire l'objet, elles aussi, de webinaires dédiés, c'est-à-dire les négociations en matière de prix et de réduction que je maîtrise en remise, en ristourne, en rabais, en escompte, en franco, éventuellement. Pour chacun d'eux, la force de vente va identifier les critères majeurs, c'est-à-dire que chaque client, je dis bien client, client intermédiaire, c'est celui-là, là, c'est le deuxième B. Que chaque client n'a pas le même critère majeur. Les critères majeurs vont varier en fonction de la typologie de mon distributeur. Ça, c'est magistral, parce que le négociateur que nous sommes, la force de vente va devoir adapter sur une base commune, QQDP, quels sont les critères sur lesquels elle va devoir appuyer plus ou moins fort, afin d'intégrer les réponses commerciales chiffrées, cohérentes et avantageuses, tant en volume qu'en valeur. Une réponse commerciale ne vaut que celle est chiffrée, que celle est cohérente et profitable. Si elle n'est faite que pour dire ce que je fais, ce que je suis et pourquoi je le fais, déjà, ça reste limite. Si je dis pourquoi je le fais, là, ça commence à être acceptable. Mais si je dis ce que ça apporte, et si j'apporte en plus des spécificités chiffrées, là, j'aurai un peu plus d'impact. La méthode, d'ailleurs, qu'adopte la force de vente ici, c'est celle qui va lui permettre, quand elle l'adopte et qu'elle le met en place en négociation, d'aboutir à ce que l'on appelle le fameux accord recherché gagnant-gagnant. Donc vous avez, pour certains, pour beaucoup, peut-être pour vous tous, entendu parler, c'est-à-dire la volonté d'avoir une relation qui s'installe en ayant chacun un gain qui ressort, que ce soit un gain financier, mais pas que, d'accord? Ça peut être un gain en termes relationnels, un gain en termes de conjoncturels, en termes techniques, etc. Bien, donc maintenant un B2B2C aval, c'est-à-dire non plus avec, pardonnez-moi, la structure qui diffuse, mais avec le consommateur. Donc, de moi au distributeur, au consommateur, mais sur l'aspect aval. La force de vente doit connaître les stimuli. On l'a vu avec le parcours du consommateur, c'est-à-dire les particules qui influencent le consommateur. Afin, regardez, de pouvoir proposer une réponse pertinente et cohérente. C'est-à-dire, moi je l'ai écrit en vous disant, pour justifier la composition de son offre à des fins de consommation pertinentes et cohérentes.
Mais oui, parce que si je dis un produit, je le fais comme ça parce que c'est de tradition familiale de le faire comme ça, pardonnez-moi, ne le prenez pas au premier degré, ça ne vaut rien commercialement. Ça, c'est joli pour le storytelling, pour dire voilà, nous existons depuis 45 ans, nous savons le faire comme tel. Mais ça va uniquement donner l'histoire. Derrière, il faut que ça ne vaut rien si je m'arrête là. Par contre, si je dis ce qui va apporter telle garantie au consommateur, ce qui lui garantit d'avoir un goût préservé, un goût, là, vous apportez la réponse. Vous voyez, dans le storytelling notamment, il y a des séminaires dédiés. L'important, c'est de dire ce que l'histoire apporte au consommateur. Ça n'est fait que pour entre guillemets, me faire plaisir sur ce que j'ai fait, que je sais faire et que nous savons faire depuis des années. Pardonnez-moi, mais autant le dire devant une glace. Hein. Je ferai plaisir à celui qui l'entend. Le consommateur doit entendre ce que lui va y gagner. Et la consommation du produit n'aura lieu que si l'offre lui apparaît pertinente et cohérente en la matière. Alors, pour pouvoir lui répondre, il faut qu'on connaisse les stimuli. On ne les avait pas cités dans le chapitre 1, je vous les cite ici. Ce sont les stimuli que vous connaissez en matière d'achat, que l'on appelle aussi les motivations, et qui reposent sur le fameux SONCAS. Je dis fameux parce qu'il est connu dans bien des écoles de commerce, dans bien des formations de vente. Souvent, le est oublié, d'ailleurs, le dernier. C'est-à-dire, le consommateur va vous choisir parce que vous répondez à des critères de sécurité, de garantie, de fiabilité. C'est le S. À des critères de produits à forte valeur ajoutée. Des produits qui ne sont pas comme les autres, c'est le O, orgueil. Des produits qui savent apporter des nouvelles réponses, qui apportent des nouvelles tendances en matière de consommation, c'est le N de nouveauté. Des produits parce qu'ils sont pratiques et à consommer et à s'approvisionner. Parce qu'ils sont proches de moi, parce que je peux les obtenir facilement. C'est le confort, c'est pour confort. Des produits parce que la relation prix-qualité, ou le fameux rapport qualité-prix, comme on le disait dans les années 50, fait que ça correspond à mon budget et que je suis tenté de le prendre, soit parce que je peux faire une économie, soit parce que je peux faire une bonne affaire, soit parce que je peux faire un investissement. C'est le A de argent. S parce que le produit, esthétiquement, me plaît. Le produit tel qu'il est présenté, le format que je lui ai donné au niveau du packaging fait que le consommateur n'est pas insensible. La manière dont je le nomme fait que ça plaît. Et enfin, la structure dans laquelle il se trouve me plaît aussi, dans son fonctionnement et son comportement. C'est le S de sympathie. Attention, c'est une motivation très virulente, celle-là, parce qu'elle détermine le comportement du consommateur en termes de ressenti, le S, là, hein, sympathie. Et enfin, le dernier, le E, c'est les motivations par rapport à une démarche écologique que j'attends du produit. Alors là, inutile de vous dire que depuis 2008, hein, vous entendez bien, ce n'est pas 2007, ce n'est pas 2010, 2008, date à laquelle, année à laquelle, 2008, le E d'écologie est venu s'intégrer dans les 6 motivations. Jusqu'à 2008, on parlait de 6 motivations d'achat majeures. En 2008, on a validé qu'il y avait une 7e motivation qui faisait partie du format d'achat du consommateur. C'est la motivation pour des raisons écologiques, environnementales, éco-responsables. Il va sans dire, dans les produits agroalimentaires que vous représentez, l'impact et l'importance que vous avez mis pour beaucoup d'entre vous, hein, sur cette démarche-là au niveau de vos produits. Hein. On a même pour certaines structures des normes auxquelles on ne doit pas déroger si l'on veut être, écoutez, entendez bien, si l'on veut être autorisé à diffuser nos produits. Voilà. Alors, ces motivations-là, je dois les identifier en termes globaux pour pouvoir répondre en termes publicitaires. Et ensuite, quand je fais de la vente directe, vous voyez, en B2C, je dois les identifier en termes individuels. C'est-à-dire que j'ai un acteur qui vient chez moi dans ma boutique ou lorsque je vais lui parler en boutique en ligne, je dois pouvoir lui parler avec la motivation qui le caractérise. Et là, donc, ça peut être, il n'y aura jamais toutes les motivations en même temps, elles existent, mais il y aura toujours des motivations dominantes. Alors, lesquelles, ben ça, là, encore une fois, ça dépend des individus. Les tendances nous amènent à toujours prendre en compte 3 motivations récurrentes, sécurité, le S, pardonnez-moi, nous, confort et argent. Celles-là, elles reviennent tout le temps, mais à des degrés plus ou moins élevés, d'accord, à des niveaux plus ou moins importants.
Cependant, ça ne veut pas dire que les 4 autres sont délaissés. D'ailleurs, j'en veux pour preuve l'écologie qui monte en flèche en termes de motivation. La recherche d'un produit à résonance environnementale, éco-responsable et écologique, comme je vous l'ai dit. Hein. D'accord? Alors, il ne nous reste plus qu'à voir, pour que la force de vente soit optimale, pour répondre efficacement, comment optimiser la force de vente. Et là, c'est le deuxième volet, l'optimisation comportementale. Alors, que ce soit en B2B ou B2C, la force de vente doit être impliquée et convaincante. Si on n'a pas cette force de vente-là, on ne fera rien de valable. On va laisser aux autres le soin de vendre nos produits pour nous. Alors, ça existe, je suis d'accord. Mais si vous avez convaincu l'intermédiaire, ça me va. Mais si vous y avez laissé libre choix, il n'est pas sûr que le discours qu'il va porter de votre produit soit celui que vous souhaitiez porter. D'accord? Donc, la force de vente va devoir découvrir les réelles attentes de ses interlocuteurs afin de bâtir un argumentaire dédié. L'argumentaire est la clé de réussite pour avoir une force de frappe efficace en tant que représentant de l'équipe commerciale ou force de vente. D'ailleurs, un argumentaire, d'ailleurs, comme je vous l'ai dit, qui sera une clé, prendra la forme d'une argumentation lorsqu'il va être utilisé in situ, en face à face. J'ai un client qui vient à mon domaine. Je suis vendeur de vin, producteur au domaine, et donc boutique, pardonnez-moi, au caveau. Le client entre, là, je ne vais plus faire un argumentaire, je vais faire une argumentation. C'est-à-dire, c'est un argumentaire dédié à un individu. Donc, pour être efficace dans mon argumentaire comme dans mon argumentation, 2 comportements majeurs. Attention, attention. Pardonnez-moi d'être virulent et un peu vigilant hein, sur ces dernières minutes Si j'ai insisté sur ces 2 points, c'est parce qu'ils sont délaissés. En termes commerciaux, on se repose trop sur nos caractéristiques. Alors, une caractéristique ne vaut que si elle entraîne un avantage, on va le voir. Hein. Donc, pour savoir quel est l'avantage que je vais pouvoir mettre en avant, je dois connaître l'interlocuteur. La technique SOFA, c'est une technique qu'on utilise qui, je vous l'indique, peut être détaillée, exprimée et intégrée hein, lors de séminaires dédiés, puisque nous avons des séminaires spécifiques sur cette partie-là, je vous le rappelle. Des webinaires, pardonnez-moi du terme séminaire, j'étais en présentiel, webinaire. Mais ça peut être séminaire si c'est en présentiel. Donc, SOFA, c'est donc la méthode qui va permettre de faire un état des lieux, situation, opinion, le ressenti de l'utilisateur, du consommateur. F pour futur, les projets, ce qu'il souhaite acquérir, qu'est-ce qu'il envisage de faire. A pour action, à quel moment, avec quels moyens, avec quelles attentes. Le fameux SOFA, ce nom n'a pas été choisi par hasard, c'est un acronyme, hein, vous pouvez le voir. SOFA, si on le prend en termes anglo-saxons, SOFA, ça veut dire divan, divan, ça veut dire objet sur lequel on se pose pour se détendre. Et l'acteur chez lequel on se pose pour se détendre et pour se livrer, en termes donc de pratique, c'est chez le praticien psychologique ou autre, quand il est médecin, psychiatre. D'accord? Ce que l'on appelle un SOFA. Pour convaincre, on va utiliser une méthode redoutable qui est la méthode CABP. J'ai le regret de vous dire qu'on utilise trop souvent que le C. On ne met en avant que les caractéristiques. C'est un vin qu'on a élaboré à partir du cépage suivant, qui est élevé exclusivement en fût de chêne et qui est vieilli pendant 6 mois dans ce fût de chêne-là et ensuite passé dans tel autre fût. Ce vin est présenté sous la forme suivante, une bouteille bordelaise et des coffrets de 3 bouteilles. Voilà, c'est bon, vous savez tout? Oui, merci, monsieur le vendeur. Très bien. Monsieur le vendeur, je suis désolé de vous dire, filez-moi votre fiche technique parce que vous n'avez pas fait votre boulot. Rentrez chez vous, vous perdez votre temps, mais surtout, vous me faites perdre le mien. Le vendeur, qu'est-ce qu'il a fait? Ce qu'il a pu, il a fait avec ce qu'on lui a donné. On lui a donné que des caractéristiques. Il a restitué les caractéristiques. Je ne convaincrai personne avec des caractéristiques. Il faut que j'apporte des avantages, des bénéfices et des preuves. Ah, le vendeur va faire une dégustation. Oui, mais faire une dégustation sur des caractéristiques, vous voyez, vous sentez, hein, le cépage, là, on le retrouve. Hein. Oui, tu parles. Faire la différence, effectivement, pour un néophyte entre un chardonnay et un merlot, ce n'est pas évident. Hein, d'accord?
Et entre un Sauvignon et un Chardonnay, encore moins. Ah, donc, quel est l'avantage? Quel est le bénéfice? Ah, là, peut-être que je vais être un peu plus convaincant. Et on ne convainc que sur les motivations, vous voyez? Si par exemple, je relevais quelqu'un qui était sur l'attente d'un produit à forte valeur ajoutée, je vais argumenter sur l'identité différente et la valeur ajoutée de mon produit. Le fait de l'avoir vieilli en fût de chêne lui confère un goût plus prononcé, lui confère un arôme plus marqué, lui confère, encore une fois, un accord mets-vin plus spécifique. Alors, pardonnez-moi d'utiliser les termes techniques du vin, c'est dans l'agroalimentaire le domaine que je connais le mieux. Hein. Voilà pourquoi je fais souvent référence à ce domaine. Voilà. Donc, entendez que nous sommes ici dans une démarche qui est faite pour convaincre. Si je ne fais que décrire, donnant des plaquettes, donnant des fiches produits, c'est leur rôle. Hein. Donc, demain, je ne veux pas que mon commercial lise des fiches produits. Ça ne sert à rien. Le commercial, mon commercial, argumente sur des avantages, des bénéfices et il met des preuves en avant. La fiche produit est là pour spécifier ce que le produit est. Alors encore une fois, vous allez dire, ouh, Richard, il est virulent, mais on est sur mon cœur de métier là, c'est pour ça que vous m'entendez avec cette virulence et que bien souvent, on paie les pots cassés de nos manquements en la matière. Déjà, on ne fait pas d'efforts assez marqués pour découvrir celui qu'on a en face de nous. Alors comment voulez-vous qu'en plus on fasse des efforts pour le convaincre efficacement? Donc, cette force de vente, pour optimiser sa force de frappe, pardonnez-moi, elle va donc connaître par la méthode SOFA et convaincre par les méthodes. Alors, on avait dit CABP, maintenant je vous les ai spécifiées ici. Donc, nous sommes sur la diapo de droite. En B2B, on va mettre en avant les caractéristiques, les bénéfices et les preuves, CBP, par rapport à APR. Alors, rapidement, vous allez bâtir votre argumentation ou votre argumentaire en CD global en B2B, c'est-à-dire lorsque vous voulez convaincre des distributeurs. APR, attractivité du produit, productivité du produit, rentabilité du produit. Attractivité, est-ce que mon produit est marketé, conçu de telle façon qu'il soit attractif lorsqu'il est en rayon? Productif, est-ce que la façon dont il est lotisé, dont il est packagé, dont il est proposé à la vente par par 6 unités, par unité de 12, etc., il est productif, c'est-à-dire est-ce qu'il m'encombre pas les rayons, est-ce qu'il m'encombre pas les stocks? N'oubliez pas que le P, la productivité, c'est un des talons d'Achille du distributeur. Hein. Un distributeur qui rame sur la productivité, et donc si vos produits ne sont pas productifs chez lui, pardon, alors je vais vous donner un exemple, ça va vous faire rebondir. Un des meilleurs exemples que j'ai pour situer ce type d'acteur, c'est le pharmacien. Hein. Ah, pas sur le médicament prescrit, bien sûr. Celui-là, il est dans les tiroirs derrière. Le client ne le voit même pas, hein, le patient d'ailleurs. Non, non, je vous parle de tous les produits qu'on trouve en pharmacie out of comptoir. Hein. D'accord? Out of the count, comme on dit. Eh bien, si le produit n'est pas productif, on dégage de la structure. Manu militari. Et enfin, rentable. Il faut que mon produit soit donc attractif, productif et en plus rentable. C'est-à-dire qu'il capitalise l'image du distributeur, c'est-à-dire qu'il renvoie une bonne image, et qui en plus lui permettent de faire de la marge. Alors là, je vous laisse le soin d'appréhender vos distributeurs. Certaines ne négocieront pas avec vous à moins de 1,3 de marge. Hein. Voilà, c'est-à-dire que vous leur laissiez au moins 30% de marge à la revente. C'est ça que ça veut dire, 1,3. Voilà pour le B2B distributeur. En B2B global, c'est-à-dire lorsqu'on n'a pas un acteur qui distribue mais qui intègre le produit, là, on revient sur le QQDP. Caractéristique bénéfice-preuve. Le bénéfice, c'est ce que le produit me fait gagner par rapport aux critères de négo quantitatif, qualitatif, de délai et de prix. Et enfin, pour celles et ceux d'entre vous qui vendent en direct et qui ont des consommateurs, vous êtes remarquables, il nous reste 1 minute 20 à mon chrono. Méthode CAP 100 cases, caractéristiques, avantages, preuves, croisées avec les motivations qu'on a repérées lors du SOFA. C'est-à-dire ici, dans le 100 cases, je vais appuyer sur les motivations que j'ai relevées dans l'étude de découverte de mon consommateur. Et je vais non plus convaincre sur l'attractivité, la productivité ou la rentabilité, mais je vais convaincre sur la sécurité, l'orgueil, la nouveauté, le confort, l'argent, la sympathie ou l'écologie.
Nous pouvons constater pour conclure que vendre différemment, c'est prendre en compte donc 3 données majeures. Comprendre le fonctionnement et le parcours du consommateur, appréhender les circuits et choisir les bons canaux, capital. Et tout ça ne vaudra que si vous avez mis en place une force de vente, une force de frappe, pardon, terrain qui maîtrise les techniques d'argumentation. Alors, vous allez me dire, Richard, tu es gentil là, avec tes 3 ordres, mais bien sûr, c'est une vision globale qu'il faut avoir au sein de l'entreprise et que cette vision globale, elle est portée par une entité dans l'entreprise, c'est la politique commerciale. Donc, il est à noter que la politique commerciale devra s'inspirer de la stratégie choisie au préalable en fonction du contexte. Et pour ce faire, réfléchir au positionnement afin d'établir le fameux link ou couple produit-marché le plus pertinent. Alors, pour savoir quelle est l'orientation, ce n'est pas l'objet, on en avait parlé, nous en avions parlé la semaine dernière lors du préambule avec Alix Pavie. Nous pouvons avoir une matrice qui existe qui nous permet de savoir quelle orientation marché prendre en matière stratégique, s'entend. C'est la fameuse matrice d'Ansoff. Je ne vous la détaille pas, ce n'est pas le but. Mais est-ce que c'est croiser produit actuel sur mon marché actuel, mon produit actuel sur des nouveaux marchés, un nouveau produit que je rentre dans ma gamme ou que je développe sur mon marché actuel, ou bien carrément je me diversifie, nouveaux produits sur des nouveaux marchés. Voilà les 4 orientations de la matrice d'Ansoff, en ne perdant pas de vue que vous êtes des spécialistes aussi, et que je fais, vous avez comme interlocuteur aujourd'hui, donc Richard, un individu qui met l'accent avec des acteurs tels que vous, comme je le fais avec mes artisans, comme je le fais avec mes viticulteurs, qui met l'accent sur l'aspect spécialiste. Donc n'oubliez pas que la spécialisation est une stratégie elle aussi. Bien, chers acteurs, il me reste 10 secondes pour conclure. Je vous remercie amplement de votre écoute. Je vais vous dire de votre participation à l'issue de notre échange, mais en tous les cas de votre écoute. Alors, avant que tu conclues, il y avait quand même une question. Oui, bien sûr, il y a des questions Du maintenant. Mas Sinclair qui demandait si en B2B2C, au niveau de la négo, est-ce qu'on pouvait éviter la négo sur le prix? Dans le sens, en expliquant donc sur le fait qu'ils travaillent sur une politique de prix nette, en toute transparence, c'est que le prix indiqué est le prix le plus bas qu'ils peuvent faire. Est-ce que du coup, ils peuvent dire, voilà, le tarif, c'est celui-là, on ne revient pas dessus, c'est le même pour tout le monde, et ensuite argumenter sur d'autres choses, si j'ai bien compris la question. Et donc, est-ce risqué comme stratégie? Oui, bien sûr que c'est risqué. Parce que ce monsieur ou cette dame doit savoir que ce n'est pas sur le prix lui-même qu'on va revenir, c'est sur le prix tel qu'il va être présenté en fonction des produits proposés. Je donne un exemple. C'est un domaine, c'est un domaine viticole, c'est ça? Non, c'est de l'huile d'olive. Non, c'est un masque conchilicole. C'est des huîtres et des moules, les produits. Pardon, conchilicole, exactement. En plus, je crois qu'on s'était entretenu déjà. Pardonnez-moi. Pas de souci. Donc, bon, je vous réponds. C'est périlleux d'occulter le prix. Je comprends que vous ayez le prix que vous avez et qui n'est pas, entre guillemets, et bien entendu, je l'entends, modulable. Mais ce n'est pas le prix que vous allez moduler. C'est la manière dont votre prix va être perçu en fonction dont il est demandé. Je m'explique. Si moi, je suis restaurant, madame, et que je vous commande 5 bourriches par jour, je n'aurai pas le même prix que celui qui vous prend une bourriche tous les 2 jours. D'accord. Oui, donc on n'est plus sur la négociation de prix, mais sur la négociation de volume, ou par rapport à un volume final. Oui, vous êtes sur la négociation quantitative. Oui. Par contre, vous m'entendez, votre prénom, pardon? Tamara. Tamara, donc entendez-moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur le paramètre, ça c'est capital, on est au cœur de ce que je veux que vous maîtrisiez par la suite. Très bien. Pardonnez-moi du terme je veux, c'est un peu normatif. Tamara, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le QQDP, les 4 paramètres sont indissociables. Ça veut dire que pour des raisons quantitatives, parce qu'il prend 5 bourriches et non plus une, je vais avoir prévu un prix remisé à partir de 4 ou 5 bourriches. Vous me comprenez? Oui, tout à fait. Eh, pardi. Donc, ça veut dire que celui qui m'achète 5 bourriches, le prix unitaire, je ne bouge pas, mais le nombre d'huîtres achetées est tel que je peux me permettre de lui faire une offre préférentielle. Donc, je suis sur une remise. Ok. Maintenant, je vais plus loin. S'il s'engage sur tant de produits achetés sur un exercice donné, si on a affaire à un saisonnier, par exemple, un restaurateur saisonnier à Balaruc, vous me suivez, hein? D'accord? Très bien. On arrive au terme fin octobre, puisque vous savez que maintenant, la fin de la saison, c'est plus septembre, c'est 30 octobre, vous le savez. Oui. Et oui, avec le changement climatique, on a donné un mois de plus à ces messieurs de bord de mer.
Oui. D'accord? Ben oui. Bon, et vive le commerce, j'ai envie de dire. C'est pas un jugement, hein, Tamara. Non, 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 pas Donc, de souci. Non, mais parce que aujourd'hui, je vise beaucoup plus les grandes surfaces que les restaurateurs, mais bon, j'entends. je prenais l'exemple du restaurateur. Si le gars vous dit, bon, mais écoutez, je m'engage à vous prendre les huîtres chez vous toute la saison, qu'est-ce que vous me faites? Là, vous n'allez pas négocier, vous n'allez plus négocier une remise. Vous allez négocier une. J'ai pas compris. Tamara, Oui, 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 je vous écoute. vous- le restaurateur vous dit, je ne vais plus vous prendre, je vais vous prendre les bourriches, mais ce n'est pas uniquement pour 5 pour ce jeudi-là, c'est 5 toutes les semaines jusqu'à la fermeture, hein. Donc en fait, il s'engage sur une durée. Oui. Cette remise va prendre un autre nom, elle va prendre la forme d'une ristourne. Ah oui, d'accord. Nice tourne, ok. Ok, ok, ok. Parce qu'il s'est engagé sur une période donnée à vous faire confiance. Alors Ok. attention, il va négocier, si c'est un distributeur, croyez-le bien, ils sont malins, ils le savent, il va négocier non seulement une remise, mais également une ristourne, hein. Oui, ok. Voilà. Donc aujourd'hui, vous pensez que c'est primordial de mettre une stratégie en place pour éventuellement pouvoir dégager des ristournes pour les Alors, clients en fonction des je ne me volumes permettrai pas d'aller jusque-là parce que vous êtes sur des produits à forte, allez, pardonnez-moi, j'ai perdu le terme, à DLC courtes. voilà, très forte, hein. D'accord, Tamara? Donc, mais par contre, à mettre en place des remises. Avant de penser à ristourne, si vous voulez, on pourra en reparler, hein, on réfléchira ensemble à la ristourne, ça sera avec grand plaisir. Mais déjà, pensez à mettre des remises en place, bien sûr. Au volume, hein? Au Oui, oui, volume, hein? voilà, c'est ça, au volume. Au Ok, volume, hein? ok, ok. D'accord. D'accord? Je vous ai répondu, Tamara? Oui, très bien, parfait. Merci Donc, beaucoup. Tamara, une fois pour toutes, vous ne m'enlevez surtout pas ce P du QQDP, hein? Bien. Je le Très remets bien. en place, du coup, ça marche. D'autres questions, Marion? Et non. Et non. Bien. Bon, mais je peux passer la parole à Alix, celle est là, ou à Catherine, ou Non. Christine, ou Chantal. Alors, je crois que Catherine, peut-être Catherine est là. Ah, voilà. Catherine est là. Je sais que Christine Huppert et Alix ont dû nous laisser. D'accord. Voilà. Donc, ben, merci Richard. Et puis peut-être je vais laisser le mot de conclusion à Catherine. Un mot rapide, hein, si personne n'a d'autres commentaires dans l'assistance. Et même vous remercie en tout cas pour avoir essayé de nous motiver sur s'adapter et préparer sa force de vente, hein. C'est l'exercice n'est toujours pas facile en webinaire, mais en tout cas, écoutez, je pense que vous avez réussi à capter notre auditoire. Donc merci beaucoup Avec grand plaisir, Catherine. et merci à tous du coup.